Bonjour et bienvenue dans Parole d'Ancien, l'émission qui vous donne une vision claire et concrète pour votre orientation. Juste avant de commencer, je vais vous demander trois choses. Déjà, première chose, on laisse une note et un commentaire à l'épisode parce que ça contribue grandement à la visibilité de l'émission et ça me permet ainsi de prêcher la bonne parole auprès d'un maximum d'étudiants. Et oui, je parle comme un gourou et justement, je vais vous demander également d'en parler à deux amis autour de vous qui pourraient être intéressés par le concept de cette émission. Et enfin, numéro 3, c'est de vous rendre sur le lien en description pour télécharger un extrait offert des fiches de révision et ainsi ne rien manquer des prochains contenus parce que du très très lourd arrive. L'invité du jour est Enzo qui a fait le choix d'arrêter les études après TC pour commencer à entreprendre avec son seul DUT en poche. Aujourd'hui à 23 ans, Enzo est le cofondateur de deux sociétés qu'il développe avec beaucoup d'ambition. Notre discussion sera divisée en deux parties et dans l'épisode d'aujourd'hui tu vas découvrir l'énorme risque pris par Enzo de ne pas poursuivre après TC, et comme si ça ne suffisait pas, il a aussi monté deux boîtes, voilà, juste pour être sûr. Comment s'est organisé son processus de réflexion par rapport à ça? La vision d'Enzo sur la entre guillemets voie royale TC puis master. Et enfin, ce qui différencie la vente TC de la vraie vente terrain, puisqu'Enzo a été commercial pendant un an. Cela étant dit, et sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Enzo. Salut Enzo et bienvenue dans Parole d'Ancien. Salut Nicolas. Enzo, la première question que je pose à tous les invités, c'est en quelle année est-ce que tu as fait TC? Alors j'ai fait TC en 2017, de 2017 à 2019 à l'IUT de Laval en Mayenne, à côté de Rennes, enfin pas très loin de Rennes pour ceux qui connaissent pas dans le nord-ouest. Ok, ce qui fait que maintenant t'as quel âge? Alors aujourd'hui j'ai 22 ans, je suis né en 98. Ok, maintenant qu'est-ce que tu fais Enzo? Alors maintenant j'ai créé deux sociétés, donc je suis entrepreneur à temps plein. J'ai une société qui s'appelle Patrimony où on fait de l'investissement locatif clé en main. Donc globalement en fait on aide des clients à investir dans l'immobilier en gérant leurs projets pour eux. Et ensuite, j'ai une autre société qui s'appelle Firebrain, où là, on fait de la formation en ligne et on est plutôt spécialisé dans les marchés financiers. Donc, on fait de la formation et on vend aussi des revues économiques. Donc voilà, c'est plutôt économie finance, on va dire. Ok, alors super intéressant, j'ai déjà 1000 questions pour plein de trucs. On va juste revenir un tout petit peu en arrière. Toi, après TC, qu'est-ce que t'as fait? Alors après TC, j'ai arrêté les études, c'est-à-dire que j'ai fait, pour revenir au début, j'ai fait TC de 2017 à 2019. En 2017, j'étais dans le cursus Pépite France qui permet en fait de créer ta boîte ou du moins de te faire accompagner sur ton business model, etc. pendant tes études. Donc première année, j'ai fait mon stage en fait dans ma boîte, qu'au final j'ai pas lancé, mais j'ai bossé dessus pendant cette première année. Et deuxième année, en fait, j'ai fait un stage dans une société dans laquelle je suis resté après. Et du coup, j'ai arrêté au bac+2 mes études pour après signer un CDI en tant que salarié et je suis resté là-bas un an, en fait, plus ou moins un an et après je suis parti. Alors déjà, bah, on va s'arrêter là parce que bah, c'est quand même pas commun par rapport aux autres étudiants d'arrêter déjà bah, les études si tôt. Toi, comment t'as pris cette décision-là de ne pas continuer tes études? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Bah, en fait, du coup, pour moi, effectivement, t'as un cursus qui est tracé dans le sens où c'est assez binaire, hein. C'est soit t'es bon et tu fais ton DUT, tu fais ton master et t'auras une belle vie, soit en général t'es pas très bon et t'arrêtes au DUT et tu finiras avec des revenus qui sont plafonnés, etc. La vision qu'on a en DUT, c'est un peu ça. Même, voilà, dès que tu entres au lycée, c'est globalement ce qu'on va te dire. C'est qu'il faut absolument faire un master pour réussir derrière, pour avoir les cartes en main. Moi, j'ai réfléchi un petit peu différemment. En fait, j'ai comparé les deux options. Je me suis dit, quel parcours je vais avoir en arrêtant maintenant, en prenant des choix qui sont différents, et quel parcours je pourrais avoir en continuant sur un master. Donc dans l'idée, c'était ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, au début, je me suis pas dit forcément, t'arrêtes les études. Je me suis dit, tu prends un an, tu bosses un an et tu vois où t'en es dans un an. Et à ce moment-là, tu verras si ça vaut le coup ou pas de reprendre des études. Donc c'était plutôt le raisonnement que j'ai eu mais du coup j'ai estimé après un an que j'avais pas d'intérêt et que reprendre des études en fait ce serait plutôt un frein pour moi.
Et c'est vrai que ça peut vraiment servir à des étudiants qui sont maintenant en train de se poser cette question-là parce que on pourrait se dire que tu as pris un gros risque, ce qui est vrai déjà, mais surtout, bah, comme on l'a vu et comme tu l'as expliqué, c'était réfléchi et voilà, tu t'es vraiment posé, tu t'es dit, ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il y a plus de bénéfices que de risques à faire ce choix-là? Et, euh, et donc voilà, au final, bah, t'estimes que tu as fait le bon choix. Ouais, actuellement, je regrette pas du tout. Après, je pense que ça dépend des gens, hein. Y a pas je dis pas qu'il faut pas faire d'études et que faut absolument arrêter au bac+2, etc. Je pense que ça dépend de ce que tu veux faire dans ta vie surtout. Ça dépend de comment tu veux t'impliquer dans ton taf, si tu veux créer ta boîte, etc. Ça dépend vraiment de, ça dépend vraiment de tout ça, parce que c'est vrai que si aujourd'hui t'as pas de master en France, t'as quand même pas mal de portes qui te sont fermées. C'est clair, dans beaucoup de boîtes qui recrutent au CV, qui recrutent au diplôme, bah, tu passeras pas le premier filtre, donc tu pourras pas forcément avoir les postes que tu as envie. Euh, Par contre, le fait de ne pas faire d'études, ça peut aussi te permettre en fait tout simplement de gagner 3 ans. Parce que tu vois, aujourd'hui j'ai 22 ans, les personnes avec qui j'étais en TC, en fait là ils vont finir leurs études, tu vois. Ils vont arriver en M2 et ils vont finir leurs études. Par contre, D'accord. moi, ça fait déjà, tu vois, 2 ans que je suis dans la vie active, j'ai fait des choses depuis, et je pense que si tu fais les choses intelligemment, tu peux faire beaucoup mieux que des personnes qui vont faire leur master. C'est vraiment très très intéressant et on voit vraiment le changement de paradigme par rapport à d'autres personnes. Le raisonnement est totalement différent et toi, bah, au final, euh, c'est totalement justifié par rapport aux arguments que tu annonces. Donc voilà, pour les étudiants actuels qui se posent des questions par rapport à ça, Enzo a répondu, vous pouvez très bien pendant un an bah, voilà, faire quelque chose, une activité, et ensuite voir si au bout d'un an vous ressentez l'envie et voilà par rapport à ce que vous envisagez pour la suite aussi, de reprendre des études, etc. Il n'y a vraiment aucune porte qui est fermée et voilà, c'est vraiment l'avantage aussi de ce DUT parce que on en reparlera plus tard, mais je pense que elles t'ont quand même, enfin, les cours qu'on a eus t'ont quand même donné quelques clés pour pouvoir bah, faire ce que tu as fait après TC. Euh, En étant honnête, non. Ah, Franchement, je te dis la vérité, j'ai pas eu beaucoup de clés par rapport à ce que, enfin, je, des clés concrètes, non. Je vais te donner un exemple. J'ai eu des cours de négociation, de Ouais. vente. Alors voilà, moi c'est mon expérience propre, c'est mon DUT, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai retenu, etc. Clairement, j'ai appris la vente quand j'ai commencé à vendre vraiment et quand j'ai commencé à être formé par des vendeurs. Parce que la personne qui m'apprenait la vente à l'IUT n'avait au final pas vendu de sa vie, ou c'était la vente Ouais. old school, tu vois, d'il y a 20 ans. Donc effectivement, tu vois, j'ai retenu quelques trucs, le fameux AIDA, là, Ouais, ouais. attention, intérêt, etc. Classique. Oui, j'ai retenu ces pistes-là. Là où, tu vois, à la rigueur, j'ai peut-être un peu plus retenu de choses, c'était peut-être en marketing. Parce qu'il y avait des choses qui étaient quand même intéressantes sur les besoins des clients, etc. Mais je pense pas que le DUTTC te permette d'avoir des clés concrètes sur ce que tu fais après. Par contre, ça peut t'ouvrir à une réflexion. C'est plutôt ça. C'est te dire, moi, ça m'a aidé Ok. surtout à me dire, je veux pas faire ça en fait. Je veux pas faire ça, je veux faire ça. Ouais, ça, je l'ai appris pendant les 2 ans. Et après, tu vois, bon, là, en parlant, je me rends compte que j'ai quand même appris des choses. Mais moi, ce qui m'a le plus aidé au final, c'était plutôt les projets qu'on avait à côté, tu vois. Le fait de créer des assos, etc. Ce qu'on faisait par nous-mêmes. Ça, c'était sympa. Mais en fait, je pense qu'il faut être préparé quand tu sors de TC ou même quand tu sors d'un master, en règle générale, enfin, quand tu sors des études. En fait, il faut vraiment se dire que c'est pas du tout une fin en soi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ça y est, j'ai fini mes études, C'est clair, ouais. c'est bon, je suis tranquille, je fais mon 35 heures semaine et j'ai plus besoin de me former. C'est faux. En fait, moi, j'ai jamais appris autant Tout de à fait. choses que depuis ces 1 an et demi, 2 ans. Tu vois. C'est juste que tu continues ta formation, mais de manière différente. Et après, si tu veux performer, t'es obligé parce que, enfin, je veux dire, tu peux pas conserver des données qu'on t'a transmis il y a 2 3 ans, tout en sachant que ces données-là, majoritairement, elles ont 5 10 15 20 ans, tu vois. Faut te mettre à la page. Non, c'est sûr, c'est sûr. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment, bah, encore une fois, on voit la différence de point de vue par rapport aux différences de parcours. Moi qui ai engagé bah, la fac après, euh, je me suis rendu compte que j'avais pratiquement rien appris pendant cette année de fac et que j'avais appris beaucoup plus en étant en DUT.
Et toi, par rapport à ça, tu me dis que toi, tu n'as finalement pas appris grand-chose en DUT, et c'est là que c'est intéressant, et que toutes les expériences sont bonnes, et tous les points de vue sont pertinents et peuvent enrichir la réflexion. Écoute, on va revenir à cette histoire de négociation plus tard, parce que j'ai des questions par rapport à ça, mais on était sur ton processus de réflexion. Comment tu as pu gérer la pression de tes parents, parce que j'imagine qu'elle a été là pendant cette réflexion. Ouais, elle a été là. Après, je pense que c'est aussi dans mon caractère et tout le monde n'aurait pas pu le faire, mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ta famille, tes proches, ils veulent ton bien, et ils veulent ta sécurité. Tu vois? C'est-à-dire que souvent ta mère, c'est souvent comme ça, hein. C'est ta mère, elle va vouloir la sécurité, elle va vouloir que tu aies ton petit CDI, ton petit appart, etc. Donc forcément, quand toi t'arrives, tu te dis, écoute, mon bac plus 2, il me suffit, alors que tu sais que c'est quasiment pas valorisé sur le marché du travail, j'arrête. Forcément, la réaction, elle va pas être bonne. Parce qu'ils ont un objectif qui est différent du tien, en fait. Eux, ils veulent juste ta sécurité. Donc après, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir à un moment s'assumer, c'est-à-dire que un moment, si tu veux quelque chose, il faut arrêter d'écouter tes parents, faut arrêter d'écouter ce que te disent tes profs et il faut se responsabiliser, quoi, tu vois. Mais après, il faut assumer. C'est-à-dire que quand tu fais ce genre de choix-là, tu peux pas venir pleurer 3 ans après parce que tu rentres pas dans les cases et que t'as pas ton bac plus 5, tu vois. Donc, il faut aussi être conscient C'est ça. des enjeux, des bénéfices, des risques. Et puis, à un moment, il faut trancher en le faisant intelligemment. Mais je pense qu'il faut juste prendre du recul et prendre du recul sur ce que ton entourage te dit, tes profs te disent, et comparer aussi avec leur vie. Parce qu'en fait, si tu as quelqu'un qui a fait un master, qui a eu une vie que tu voulais pas, entre guillemets, c'est logique que tu sois pas en accord avec ses conseils, tu vois. C'est ça. Ouais, tu t'as souligné la bonne chose, c'est que en fait tes parents quelque part ils projettent leur propre peur sur toi parce qu'ils veulent justement que tu sois en sécurité. Et en fait, on peut même pas leur en vouloir parce que la façon de penser qu'ils avaient eux à notre âge à l'époque était complètement différente. Et en fait, c'était un peu le saint graal d'avoir la vie que tu as décrit et que tu ne voulais pas. Je pense aussi que les diplômes ont perdu de la valeur au fur et à mesure des années. Parce que tu regardes autour de toi, aujourd'hui tu te projettes un peu sur tes amis qui ont 23, 24, 25, 26, et tu regardes le pourcentage de personnes qui ont un master. C'est absolument délirant le nombre de personnes qui ont un master aujourd'hui. Donc un master aujourd'hui en 2021, ça n'a rien à voir avec un master que tu avais en 1990, tu vois. En fait, c'est devenu une norme d'avoir un master. C'est anormal enfin, anormal. Je pèse mes mots, mais c'est presque ça. C'est presque anormal aujourd'hui de pas avoir de master, tu vois. Ah ouais, comme ouais, ça commence à être anormal de pas parler anglais par exemple. C'est aussi quelque chose qu'on voit émerger. Maintenant, je voudrais évoquer avec toi les avantages et les risques de se lancer dans le monde professionnel directement après TC. Les avantages et les risques de se lancer directement. Les risques, je vais commencer par les risques. Les risques, écoute, j'en vois pas tellement. Si j'en vois deux. Le premier, je te dirais que bah, si tu as uniquement un DUTTC, tu as plein de postes qui seront fermés sur des grosses boîtes où tu as des critères de sélection qui sont assez standardisés, tu vois, où tu peux pas passer entre les mailles du filet. Tu pourras pas bosser dans ces boîtes, hormis formation interne et hormis des années et des années et des années de travail dans la boîte. Et le deuxième risque, je pense que c'est la zone de confort. C'est-à-dire que tu en as pas mal qui vont aussi arrêter TC parce que juste ils en ont marre des études et ils ont juste envie de bosser et pas forcément de gros projets derrière. Et tu vas sortir de TC, tu vas être vendeur dans un magasin lambda, un truc qui va pas forcément te plaire. Tu vas faire, je sais pas, je dis une bêtise, 1500, 1600 net par mois. Et en fait, tu vas être dans ta zone de confort où tu vas te dire, en fait, quand tu as 23 ans, 22, 23 ans, 1600 net par mois, c'est pas si mal parce que peut-être que tu habites encore chez tes parents, etc. Et du coup, en fait, tu vas te bloquer dans cette chose-là, dans ce poste-là, et tu n'auras pas forcément de moyen de rebondir parce que tu n'auras pas ton diplôme. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais ça, il faut que tu aies des atouts pour pouvoir compenser. Parce que derrière, tu vas être en concurrence en fait avec des personnes qui ont des masters. Donc toi, pendant tes 3 ans, il faut pas que tu arrives et que tu fasses ton 35 heures par semaine et que tu papillonnes, tu vois. Sinon, ce sera pas forcément une bonne décision, à part si c'est ce que tu veux. Mais il faut en être conscient, tu vois. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, bon, on va l'évoquer plus tard, mais le fait que toi, tu aies développé tes propres compétences et que tu puisses générer de la valeur par rapport à ça, c'est ça aussi qui compense, comme tu dis, le fait que t'aies arrêté tout de suite après TC et que tu pas forcément, bah voilà, comme tu as dit, les échelons ou alors ouais, le profil type pour entrer dans des grosses sociétés avec des postes de cadre, etc.
C'est ça, parce que si tu arrêtes tes essais et que tu fais rien, bah, tu seras forcément moins bien considéré sur le marché de l'emploi que quelqu'un qui a fait un master. C'est logique en fait, tu vois. C'est ça. Après, il faut juste être conscient de ça en fait. Encore une fois, ouais, tu l'as mis en lumière tout à l'heure, mais le fait de continuer d'apprendre après les études, c'est vraiment quelque chose qui est central. Et il y a une citation qui dit que la, la vraie formation commence une fois que l'école est terminée, et c'est tout à fait vrai. Et voilà, faut vraiment pas négliger ça. Et comme tu l'as dit, l'ennemi, la zone de confort, qui fait que bah voilà, on reste où on est parce que c'est pas si mal. Sauf que voilà, dans 10 ans, 15 ans, bah, est-ce que ce sera pas si mal? Je suis pas sûr. C'est ça, exactement. Et t'as aussi un Ok. aspect, peut-être j'anticipe un peu, hein, désolé, je dérive un peu, mais t'as aussi un aspect financier qui est important. Euh, bon, moi j'en parle beaucoup, j'ai aucun tabou sur l'argent et je pense que c'est primordial d'en parler parce qu'en fait, le monde des bisounours et les métiers passion, ça dure pas bien longtemps, tu vois. À un moment, faut remplir le frigo et quand tu gagnes pas d'argent à long terme, en général, t'es pas le plus heureux des hommes, même s'il y a des exceptions. T'as aussi la question du coût des études. Parce que tu peux aller à la fac, etc. Mais tu peux aussi payer une école de commerce très chère. Tu vois? Et donc il y a aussi cette variable-là qui va rentrer dans l'équation, tu vois. Et ça, personne t'en parle. Parce qu'en fait, on te dit, tu vois, quand tu sors d'un DUT et que tu vas aller faire une école de commerce à 10 000 € par mois, c'est le Saint Graal, c'est génial, t'as réussi. Mais personne va te remettre en question et te dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup de payer ces 10 000, tu vois. Donc il y a aussi cette question-là qui se pose sur les masters, tu vois. Ça, on l'a pas soulevé, mais pour moi, c'est hyper important. Clairement, clairement, parce qu'après finalement tu commences ta vie professionnelle endettée et voilà, il faut dire un moment avant de rembourser tout ça. Et voilà, de toute façon on en parlera après avec aussi ce que tu fais dans ton activité. On sait que bah voilà, la gestion de la dette c'est quelque chose de très très important, même quand on est étudiant et peut-être qu'on évoquera deux trois pistes après pour ça, pour les étudiants. Ok. On avait évoqué vite fait la négo tout à l'heure. J'ai vraiment une question spécifique que je voulais poser à quelqu'un bah, de ton profil. Finalement, la différence entre la négo-vente qu'on apprend TC et le terrain, le field, comme on dit, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Bah, alors ça, je pense que tu vois, c'est très propre à mon expérience parce que il y a peut-être des UTTC où tu as des profs de vente qui sont géniaux, tu vois. C'est possible. Moi, en l'occurrence, enfin, en fait, j'ai eu des cours de négo, mais clairement, je j'ai pas appris à vendre pour de vrai. Et je pense qu'il y a. En fait, je vais commencer par un truc qui est tout simple, hein. Mais la vraie vente, tu l'apprends quand tu vends. Mais quand tu vends pour de vrai. Pas quand tu es en train de faire des sketchs de vente avec tes potes devant la classe, tu vois. Ça te rappelle des bons souvenirs à vous. C'est- Oui, j'ai bien rigolé, mais c'est pas comme ça que t'apprends à vendre. Ah, T'apprends à c'est clair. vendre, t'as de la théorie, certes, t'as une grosse partie théorique, mais si t'es en mode théorie pendant 2 ans et que t'appliques jamais, t'as pas de feedback du client et tu peux pas t'améliorer. En fait, tu sais pas si t'es bon ou si t'es mauvais, tu vois. C'est pas parce que tu sais ce que ça veut dire AIDA, tu vois, je reviens là-dessus, que tu vas vendre. Tu sais que tu vends quand tu fais du chiffre, tu vois. Mais ça, C'est ça. quand tu le pratiques pas, tu peux pas le savoir. Donc ça, c'est un premier élément. Et après, pour moi, l'élément qui était central, pour moi, c'était l'actualisation des connaissances. Tu vois? Dans le sens où moi, j'avais un prof, tu vois, classique, qui avait 45-50 ans, qui était à l'IUT depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans, parce que ça a l'air confortable, etc., pas trop d'heures. Et bah, en fait, ce qu'il nous apprenait, c'était la vente old school, tu vois. Enfin, la pseudo-vente old school, mais sauf que le monde évolue, tout évolue, le marketing évolue, la vente évolue, et rien n'est gravé dans le marbre, et il faut actualiser tes connaissances, tu vois. Ok. Pour moi, c'est ça qui est primordial, tu vois. Et après, il y a aussi un autre élément. Après, là, bon, je vais pas me faire trop d'amis si j'ai mes anciens profs qui m'écoutent, mais, mais globalement, pour moi, On les embrasse. on les embrasse exactement. Mais si toi, t'es un maître de la vente, t'es très fort en vente, ok? Tu peux closer n'importe qui. Tu peux pas le closer n'importe qui, mais tu closes beaucoup, t'es très fort. Enfin, je me pose la question, je me dis, après tout n'est pas une question d'argent, il y a plein d'autres choses qui entrent en compte, etc. Mais en général, quand tu es un commercial, c'est beaucoup question d'argent. Pourquoi est-ce que tu vas aller prendre 2500 net à l'IUT alors que tu pourrais faire 7000 ou 8000 dans une boîte privée, tu vois? C'est aussi la question C'est qui est vrai. soulevée. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand tu arrives dans l'entreprise, forcément que tu vas pas avoir les mêmes interlocuteurs, tu n'auras pas les mêmes visions, tu n'auras pas la même théorie, et tout va changer. Donc voilà, pour moi, il y a plein d'éléments qui font que c'est compliqué, tu vois, d'apprendre la vente comme ça dans une salle de cours. En fait, c'est pas, je trouve pas ça adapté, tu vois. Je trouve ça très compliqué. Et donc toi, c'est durant ton second stage et donc après l'entreprise où tu es resté où tu as vraiment senti que, bah, que tu avais quelque chose de plus à apporter et à apprendre surtout
pour vraiment être performant? Ouais, clairement, parce que là, quand je suis rentré, quand je suis rentré au niveau de mon stage, bon après, je sais pas si on va détailler parce que ça va prendre un peu de temps, mais au début, globalement, j'étais plutôt sur un stage marketing, études de marché, etc. classique. Et après, j'ai switché vers un poste de sales, de commercial. Et du coup, toute la journée, j'étais avec des sales. J'avais mon responsable commercial qui me formait. Et là, tu es dans le dur, là, tu es dans le concret, et là, tu as des vrais feedbacks des clients, tu vois. Et là, tu apprends pour de vrai. Mais Ok. après, c'est aussi Ah, pareil, hein. C'est que si j'avais eu un responsable commercial de 50 ans qui me formait comme on formait les commerciaux à 30 ans, ça aurait donné le même résultat, tu vois. Donc je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnes que tu côtoies et des ressources que tu as. C'est pour ça que c'est aussi important, et je le faisais aussi quand j'étais en formation, et je suis toujours en formation, et on se forme toujours, de croiser aussi les données et de pas tout prendre, de pas prendre les paroles d'une personne pour acquises, tu vois. De te dire, ça y est, il est prof ou il est manager dans la société, donc tout ce qu'il me dit, je l'applique et je réfléchis pas. C'est aussi important de croiser les sources pour pouvoir performer, tu vois. Ok, ouais, vraiment, ouais, super intéressant. Un autre point que je voulais aborder avec toi, parce que comme toi, je me suis aussi formé, et j'ai continué de me former après, et surtout en vente parce que ça m'intéressait, c'est quelque chose qui m'intriguait. Et comme tu l'as dit, c'était plutôt des sketchs quand on était en cours. Voilà, je voulais avoir plus du concret, et en fait, j'ai découvert l'aspect psychologique de la vente qui, à mon sens, tu me diras ce que tu en penses, est totalement négligé en TC, que ce soit en marketing ou en égo-vente. Ne serait-ce que la Bible un peu pour tous les marketeurs, c'est Cialdini avec la persuasion. Et ne serait-ce que ça, on ne l'a jamais évoqué. Et c'est pourtant la base, puisque la base, c'est quand même la psychologie humaine. Et moi, je trouve que cet aspect-là, il est juste pas évoqué en cours. Et je trouve que c'est une faute. Enfin, a posteriori, je me dis, c'est vraiment une énorme faute parce que c'est vraiment la base de toute vente, quoi. Ouais, mais totalement. En fait, la base, c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est la psychologie qui est pas évoquée. Et surtout, c'est aussi l'adaptation. C'est-à-dire que un bon commercial aujourd'hui, c'est un caméléon. C'est quelqu'un qui va être capable de s'adapter au profit qu'il a en face. C'est pas un bourrin qui va répéter une trame qui est préconçue, tu vois. Ça c'est fonctionne ça. pas. Et l'adaptation, ça passe par la psychologie. C'est comprendre l'autre, anticiper ses réactions pour pouvoir toi anticiper aussi en termes d'arguments et surtout en termes de questions. Et c'est ça aussi que je reproche et que j'ai pas appris en fait en TC. C'est qu'un bon vendeur, c'est pas un commercial qui va faire que parler et qui va envoyer des arguments de vente, etc., etc. C'est, c'est la fameuse, tu vois, la fameuse image du vendez-moi mon stylo, quoi. Un bon commercial vraiment, c'est quelqu'un qui va poser des questions, qui va comprendre le C'est ça. prospect qu'il a en face, qui va s'adapter et qui va répondre à son besoin. C'est pas quelqu'un qui va vendre une solution avant de comprendre le besoin du client, tu vois. C'est comme un Tout à fait. docteur en Tout à fait. fait. T'es médecin, tu vas pas commencer par aller vendre des médicaments ou par prescrire des médicaments. Tu vas poser des questions à ton patient, tu vas comprendre ses douleurs et en fonction de ses douleurs, tu vas lui, enfin même si un médecin c'est pas un commercial hein, bien sûr, mais et en fonction des douleurs du patient ou du prospect, et ben tu vas lui vendre la solution qui est adaptée à ses besoins, tu vois, tout simplement. Et ça c'est jamais évoqué. Ouais, on dit généralement que c'est celui qui parle le plus qui perd. Et ben, en l'occurrence, quand on est commercial, faut se taire et écouter. Et ouais, effectivement, je suis d'accord. Pour me remémorer les sketchs un peu de vente, ça n'a vraiment rien à voir. En fait, je, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que tu tournes autour de tout ce qui est la vente sans vraiment aller dans le vrai, tu vois. Tu proposes une solution, un devis, machin. Mais au final, t'es pas dans le cœur de ce qui va faire que la personne va acheter ou pas. Donc voilà, enfin réécoutez ce passage parce que ce qu'Enzo a dit c'est vraiment super intéressant et c'est quelqu'un qui vient du terrain donc ça vaut vraiment de l'or. Donc tu passes une année en tant que salarié dans ta boîte, tu te plais bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ouais, je me plais beaucoup, j'étais beaucoup épanoui, j'ai beaucoup appris. Ok, et ensuite? Et ensuite, du coup, donc je fais un an de CDI et ensuite je pars pour créer mes sociétés parce que c'était ce que je voulais faire depuis le début. Je me suis jamais, j'ai toujours voulu créer ma boîte et être entrepreneur. Donc pour moi, ça a toujours été qu'un passage. Le salariat, c'était pas une fin en soi. Et parce que je sais que plus tu restes dans un poste de salarié, et plus tu es confortable et plus c'est dur de partir aussi. Puis j'avais aussi l'impression d'avoir atteint un plafond de verre en termes de rémunération là où j'étais. Et donc c'est pour ça que je suis parti. Donc moi ce que je te demande c'est que tu as le statut du coup de fondateur et je veux savoir ce que ça signifie en termes de mission et de responsabilité. Alors je suis cofondateur, on est deux dans les sociétés. Après Ok. foncièrement ça change pas grand-chose en termes de responsabilité et de mission.
En termes de mission, en fait, tu gères une boîte, donc tu dois tout gérer. Tu dois tout gérer, tu dois gérer l'admin, tu dois gérer le marketing, tu dois gérer la vente, tu dois gérer l'opérationnel, tu dois gérer ton SAV, tu dois avoir des bases au niveau fiscal, au niveau légal, tu dois tout gérer. Après, bon, quand t'es deux, c'est plus simple parce que du coup, tu peux un peu plus partager et te reposer sur les épaules de ton associé là où t'es moins bon et inversement, tu vois. Et après, en termes de responsabilité, en fait, elle est totale. C'est-à-dire que tu peux pas te cacher derrière ton petit doigt. Tu peux pas, comme à l'IUT, te dire non, je suis désolé, Mm. j'ai pas pu rendre mon dossier parce que j'en avais trop en cours ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. Donc ta responsabilité, elle est illimitée et c'est toi le seul maître de tes résultats. Bah, du coup, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu as évoqué plein d'aspects, l'admin, le légal, le marketing, l'opérationnel, etc. Moi, ça me fait penser à tout ce qu'on a pu voir en TC, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était pas forcément à la pointe. Est-ce que dans cette mesure-là, ça t'a quand même apporté ne serait-ce qu'une ouverture d'esprit suffisante pour après savoir te démerder et creuser? Moi, ça m'a pas mal. J'ai eu un bon prof de droit, donc franchement, en droit, c'était pas mal ce qu'on faisait, je trouvais. Après, voilà, encore une fois, propre à chaque IUT. Mais j'ai eu un bon prof de droit, c'était des avocats à chaque fois qui nous donnaient des cours. Et franchement, non, franchement, c'était pas mal. Et tu vois, sur toutes les sociétés, après, j'ai recreusé, hein, mais j'avais quand même une vision d'ensemble sur chacune des sociétés. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment pas mal intéressant, ça m'a pas mal aidé en effet, ouais. Au niveau psychologique, d'avoir ta propre entreprise, euh, comment tu fais pour te différencier? Parce que quand tu es fondateur, c'est ton bébé, c'est ton bijou. Comment tu fais pour différencier ta personne de ton entreprise? Tu la différencies pas. Intéressant, tu peux expliquer? Au départ, tu peux pas la différencier, c'est-à-dire que euh, alors, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de la boîte que tu veux créer, ça dépend de tes objectifs, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vraiment tu veux créer une grosse boîte, tes premiers mois, tes premières années, c'est la guerre. Tu peux pas dire on est samedi, on est dimanche, il est 20 h ou on est en août, je réponds pas, tu vois, ça n'existe pas en fait. Si t'es entrepreneur, ça n'existe pas, au départ en tout cas, tant que t'as pas atteint des objectifs suffisants pour pouvoir déléguer. Alors, après, c'est ma vision de l'entrepreneuriat, ça correspond à mes objectifs, etc. Mais dans l'idée, il faut savoir faire des sacrifices et bien évidemment que ta vie perso, ta vie sociale, etc., tu vas la mettre de côté pendant un petit moment. Ça, c'est une réalité. Ok, ok. De L'entrepreneuriat, c'est toute façon, pas Instagram, bosser au bord de la piscine, etc., tu vois. Ça, c'est ouais. c'est pas ça. Ouais, j'allais l'évoquer juste après au niveau de la vie sociale, etc. Est-ce qu'il y a quand même un équilibre que tu arrives à trouver? Parce que c'est sûr que toujours bosser, on sait que c'est pas forcément le plus productif parce qu'on a besoin d'équilibre et le fait que si tu t'as pas de vie sociale et que tu te reposes pas, eh ben ça va impacter ta productivité. Et donc, comment tu gères ça? Tu peux pas faire ça sur 5 ans, enfin, à mon sens, hein. Il y a un moment où tu vas être cramé, mais il faut savoir le faire vraiment sur des parties, des moments de ton année où tu es vraiment à fond. Et après, il faut quand même réussir à s'imposer certaines limites. Euh, je le fais de plus en plus parce que plus ça va, plus on arrive à déléguer, etc. Euh, Par exemple, les grandes règles que j'ai, tu vois, aujourd'hui, en général, j'arrive à plus travailler le dimanche, sauf urgence. Ok? Donc, à part grosse urgence, je bosse plus le dimanche. Et je décroche mon téléphone, on va dire, après 21 h. Après 21 h, je suis plus dispo. Et au niveau loisirs, sport, des choses comme ça? Au niveau loisir, moi j'ai toujours réussi à conserver une séance de sport par jour. Ok. Euh, Parce que sinon, après c'est très perso, etc. Mais pour moi, si je fais pas de sport dans ma journée, je suis pas productif en fait. Je me sens pas bien. Et j'ai un passé aussi où j'ai fait énormément de sport à haut niveau notamment. Donc j'ai toujours gardé ça. Après, il y a des choses qu'il faut que tu élimines. Globalement, dans la vie, tu as quoi? Tu as ton travail, tu vas avoir le sport, tu vas avoir tes amis, tu vas avoir ton conjoint, ta conjointe, et tu vas avoir ta famille, tu vois. Euh, Tu peux avoir ta boîte, avoir ton sport, avoir peut-être un peu d'amis. Mais tu peux pas avoir ta boîte, ta famille, tes amis, ton sport, ta copine, tu vois, tu dois faire des choix, mais tu C'est peux ça. quand même conserver certaines parties de ta vie, quoi. C'est pas non plus le bagne, hein. Après, ouais, c'est encore une fois une histoire de choix. Et comme tu dis, ouais, il faut s'imposer des limites parce que ça peut vite devenir le bagne et devenir un nouveau travail. Et ouais, comme tu dis, il y a cette image qui me revient en tête des vases avec le vase ton entreprise, le vase sport, le vase tes amis. Et en fait, tu as une grande marmite de liquide. Le liquide, c'est ton temps. Et ton temps, il faut le répartir correctement pour avoir suffisamment de résultats dans chacun des vases.
Et effectivement, t'as eu des moments, des coups durs, des moments où c'était vraiment difficile pour toi de continuer? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, après, tu sais, une boîte, au début, tu fais pas de chiffres, hein. Enfin, je veux dire, je vais pas dire que tu fais pas de chiffres, mais tout met du temps à se lancer. Au début, c'est dur. C'est là où tu bosses le plus et où tu as t'as le moins de résultats financiers. Et après, c'est toujours pareil, hein. Enfin, je veux dire, quand tu fais n'importe quoi dans la vie, quand tu commences, il y a peu de monde qui croit en toi, qui t'entoure. Et quand tu commences à réussir à faire du chiffre, etc., là, tu as du monde qui vient. Donc, bien sûr que tu es esselé, etc., c'est sûr. Mais après, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, je pense que tout le monde peut pas être entrepreneur aussi, tu vois. Et tout le monde peut pas être entrepreneur et t'as entrepreneur et entrepreneur aussi, tu vois. Ça dépend de la boîte que tu as. Mais tu dois être capable de supporter des moments où, bah ouais, tu as investi quasiment toutes tes économies, tu es tout seul et il faut continuer à avancer, quoi. Donc, si t'as pas un but assez fort et une psychologie assez forte, bah tu fermes ta boîte. Et la majorité des entrepreneurs aujourd'hui, c'est ça, hein. C'est pour ça que tu as énormément de boîtes qui tiennent pas la route, qui tiennent pas dans le temps, en fait. Ça, donc ouais, d'où l'importance de la formation continue, comme tu l'as si bien soulevé tout à l'heure. Si vous entendez ces mots, c'est que vous êtes allé au bout de l'épisode et je vous en remercie. C'est donc aussi que l'épisode vous a plu. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire et d'aller sur le lien en description pour ne rien rater des prochains contenus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Paroles d'Anciens. À tantôt donc.